Bienvenue dans l'émission Ondes Positives, une initiative éducative novatrice et inédite qui vise à renforcer les compétences analytiques et oratoires de la relève francophone en milieu minoritaire, tout en luttant contre l'insécurité linguistique. Chaque mardi à 9h et en rediffusion les samedis à 10h, plongez dans nos débats, ateliers, jeux ou émissions thématiques avec la participation de jeunes francophones du secondaire et du post-secondaire et la collaboration de professionnels du monde de l'éducation. Ondes Positives, un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 105.1 en studio avec un tout nouveau projet intitulé Ondes Positives, un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, une émission à la fois éducative et ludique qui vise à renforcer les compétences analytiques et oratoires de la relève francophone en milieu minoritaire tout en luttant contre la notion d'insécurité linguistique, le fait de parfois hésiter à utiliser notre belle langue lorsqu'on est confronté à des situations publiques. Eh bien, la radio est là pour ça. L'outil radiophonique vous propose cette série d'émissions avec différents formats qui seront égrenés tout au long de l'année jusqu'en mars 2025. Différents formats comme ceux du débat, avec un minimum de 2 participantes ou participants, des ateliers d'expression orale, et pour cela on aura la chance d'avoir, je l'espère, un certain nombre d'écoles et de classes de nos conseils scolaires francophones via Monde et Mon Avenir, partenaires de cette émission, mais également peut-être d'autres élèves du post-secondaire, avec le collège Glendon, Université de York, également partenaire, ou encore La Cité à Toronto et Collège Boréal. Et puis, dans les différents formats qu'on vous proposera dans cette émission Ondes Positives, il y aura également des émissions thématiques avec la participation de professeurs ou de professionnels du monde de l'éducation en particulier. Et enfin, des jeux ludiques, des jeux sous forme de quiz. Et c'est bien d'un jeu dont il s'agit aujourd'hui. On vous propose un jeu pour commencer cette série avec une thématique assez généraliste, des actualités et de la culture générale. Il y en aura un petit peu pour tous les goûts, aux alentours de 12 questions, avec des questions à choix multiples. Il n'y aura donc pas forcément de pièges, mais peut-être des questions plus faciles et d'autres plus difficiles. Vous pouvez jouer aussi chez vous et noter les réponses. On a 2 participantes et participants aujourd'hui pour ce premier Ondes Positives et cette première phase de jeu. J'ai le plaisir de retrouver avec moi Marine qui officie sur les ondes de choc. Bonjour Marine. Bonjour Guillaume. Marine, tu vas te prêter au jeu avec à tes côtés Ramsès. Bonjour Ramsès. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Ramsès, on te connaît moins, en tout cas, on ne connaît pas beaucoup ta voix encore sur les ondes de choc, et pourtant tu travailles en tant que bénévole depuis maintenant plusieurs mois chez nous. Tu contribues plutôt à l'écrit sur nos publications web, sur les pages cantoronto.ca notamment. Peut-être qu'on pourrait être content d'en savoir un petit peu plus sur toi. En quelques mots, est-ce que tu veux revenir sur ton parcours et d'où te vient ton goût du français? Parce que je sais que ce n'est pas ta langue maternelle, justement. Ah oui. Je m'appelle Ramsès Rivera Trujillo, je suis mexicain et j'habite au Canada seulement pendant 2 années. D'accord. Alors, mon première interaction avec les Français, c'était ici. Alors, j'ai seulement 2 ans de pratique. Est-ce que tu avais déjà étudié un petit peu le français auparavant dans ton pays d'origine ou est-ce que c'est une découverte en arrivant au Canada? Au Mexique, j'avais un professeur qui était français, mais il ne savait pas l'enseigner. Alors, j'ai appris rien, mais qui est les couleurs vertes. C'est la seule chose que je me souviens de ça. Alors, quand je suis arrivé au Canada, j'avais zéro compréhension de le français. Et tu es arrivé directement ici à Toronto ou est-ce que tu es passé par d'autres villes, d'autres endroits dans le pays ou dans la province? Je suis arrivé à Toronto parce que toute ma famille est ici. D'accord. Alors c'est... Ok, excellent. Et ton goût du français, justement, le fait de vouloir parler et pratiquer le français,
Et c'est tout à ton honneur. On est toujours très content de voir à quel point la relève s'intéresse au français, évidemment, et le fait vivre. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est par racine familiale? Est-ce que ça vient de ton goût pour les arts français, francophones? Ou au contraire, est-ce que c'est juste parce que le Canada est un pays bilingue et tu t'es dit, je veux aussi apprendre le français? Oui. Alors, je ne crois pas qu'une autre personne de ma famille parle le français, mais j'aime les langues, toutes les langues de tout le monde, plusieurs le romance. Tu parles d'autres langues? Tu parles d'autres langues en plus de l'espagnol et j'imagine de l'anglais? Non, je parle l'espagnol, l'anglais et un peu français. C'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. C'est déjà plus que beaucoup de gens, tu sais. Oui. Non, mais je voulais apprendre le français parce que je crois que c'est une langue intéressante. Et alors, comme Canada, c'est un pays bilingue. Bilingue, oui, Oui. absolument. Ça m'aidera pour, je sais pas, avoir plusieurs des offres de travail ou quelque chose. Mais aussi, je suis écrivain. J'aime me dire que je suis écrivain et je voudrais faire des livres en français, en anglais et en espagnol aussi. Et est-ce qu'on peut te demander ce que tu écris, quel genre de littérature? Est-ce que c'est de la poésie, des romans, des essais? Qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que c'est de la fiction? Est-ce que c'est plutôt, je sais pas moi, de la science-fiction par exemple? J'écris la fiction principalement, mais parfois j'écris quelque chose que je sens. Alors que quelque chose plus personnel, mais que j'ajoute dans une fiction réaliste. Alors c'est dans une chose qui m'a passé. Qui m'est arrivé. Qui t'est arrivé, ouais. Mais dans une autre personne et dans plusieurs des choses plus intéressantes que la vie. L'imagination au cœur du travail évidemment de l'écrivain. On te souhaite beaucoup de succès avec ça évidemment, Ramsès, et puis on souhaite que tu écrives également en français. Tu l'écris, tu le pratiques déjà le français chez nous pour grandtoronto.ca avec non pas de la fiction mais de l'actualité bien réelle et des conseils locaux pour sortir à Toronto, pour s'intégrer dans la francophonie. Le français, donc tu le pratiques déjà beaucoup à l'écrit et avec succès, mais aujourd'hui évidemment le but du jeu c'est également de pratiquer un petit peu le français à l'oral. Il y a un monde, souvent on le dit, entre la pratique écrite et la pratique orale, et c'est bien souvent par là que le bas blesse, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a tendance à apprendre une langue pour la pratiquer essentiellement à l'écrit avec des tests qui sont également écrits. Et puis on se rend compte ensuite en pratiquant, en voyageant, que finalement on ne maîtrise pas si bien que cela la langue que l'on pensait connaître. C'est même vrai pour notre langue maternelle parfois. Marine, toi-même tu es née, tu as grandi en France je crois. Est-ce que tu as des souvenirs de professeurs ou en tout cas d'oraux qui étaient plus difficiles que d'autres peut-être? De français? De français, oui. Je me souviens, c'est marrant que tu parles de littérature, Ramsès. Moi, je me souviens d'un professeur qui nous avait beaucoup marqué au lycée, qui est maintenant romancier, qui a publié plusieurs science-fiction, vraiment des beaux pavés. Et il était vraiment différent des autres professeurs, parce qu'il était un peu extravagant. Et donc, ça a apporté une note un peu originale au reste des classes au lycée. Donc, je me souviens très très bien de Monsieur Jaworski, qui nous a beaucoup appris en termes de littérature, pas forcément en termes de grammaire, orthographe, qui est quand même nécessaire, mais c'était un bon moment. Mais sinon, en termes d'oraux, le dernier, c'était un test de français pour justement m'intégrer à Toronto et faire des demandes de résidence permanente. Et quand on ne pratique pas l'oral fréquemment, bon, c'est le cas à la radio, mais je me souviens que pendant ce test, j'ai employé beaucoup de termes vulgaires ou d'oral de base, alors que c'était un examen oral, quoi. Et je pense que on perd une façon de s'exprimer un peu noble au profit de la langue de tous les jours. Alors voilà, la radio, on est là pour parler un français châtié. En anglais, on dit parfois, on disait l'anglais de la reine, mais aujourd'hui, ce sera plutôt l'anglais du roi. En français, je ne sais pas vraiment comment on pourrait dire un français pur, sans vulgarité, sans
formule toute faite et surtout sans anglicisme ici au Canada. On va essayer de ne pas trop parler avec des anglicismes, même si on n'arrive pas à trouver le mot en français, n'hésitez pas surtout à traduire évidemment. Et puis le but c'est de s'amuser avec cette série de quiz qu'on vous propose. Comme je le disais, auditrices, auditeurs, vous allez pouvoir peut-être réviser vos classiques et en apprendre un peu plus sur Toronto, sur notre belle province, sur le Canada en général, et puis plus généralement sur des questions diverses et variées. Pas seulement des questions éducationnelles, évidemment, mais le but, c'est de rendre ça un petit peu ludique. Alors, sans plus tarder, si vous voulez bien, on va commencer ce premier quiz, ce premier jeu intitulé Actualité culture générale. Vous allez voir, on en a pour tous les goûts, comme j'ai dit. Donc, le principe est simple. Je pose la question, j'énumère 4 réponses possibles, puisqu'il s'agit d'un questionnaire à choix multiples, un QCM, comme on dit. Et vous allez chacune me proposer votre réponse. Et puis ensuite, on va comptabiliser les points et peut-être vous fournir un petit peu d'explication. Commençons par le commencement. Première question pour vous. Quelle ville canadienne a accueilli les Jeux olympiques d'hiver en 2010 ? S'agit-il ? Réponse A, de Toronto. Réponse B, de Vancouver. Réponse C, de Calgary. Ou réponse D, de Montréal. Quelle ville canadienne a accueilli les JO d'hiver de 2010 ? On est en 2024 et les JO cette année d'été arrivent à grands pas dans une ville francophone bien connue à Paris. Mais on revient un petit peu en arrière pour 2010. Est-ce que vous vous souvenez ? Est-ce que vous êtes fan de sport en tout genre? Est-ce que vous avez le souvenir de où avaient lieu ces Jeux olympiques d'hiver en 2010? C'est dur. Moi, je me souviens de Calgary parce qu'il y a un film sur le bobsleigh qui s'est passé à Calgary, mais je pense que c'est bien avant 2010. Ouais. Donc, j'ai envie de dire Vancouver quand même. Est-ce que le film que tu mentionnes, est-ce que tu penses à c'est Rasta Rocket? Oui, c'est Rasta Rocket. Oui, c'est beaucoup plus vieux. C'est beaucoup plus vieux, mais bon, du coup, Calgary reste là. Donc, par défaut, je vais dire Vancouver. Ok. Et toi, Ramsès, est-ce que tu penses comme Marine? Non, parce que je ne sais pas de quel il parle, mais je crois que je dirais Montréal. Montréal. Ok, écoute, la réponse est Vancouver. Un point pour Marine. Les 21e Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu du 12 au 28 février 2010 à Vancouver au Canada. Et c'était la 3e fois que le Canada avait reçu des Jeux. Après Montréal, effectivement, et Toronto. Vancouver était la 3e ville du Canada à accueillir les JO. Montréal, c'était en 1976. Tu n'avais pas totalement tort, mais c'était il y a longtemps. C'était des Jeux d'été. Et puis Calgary en 1988 pour des Jeux d'hiver. Autre chose, 2762 athlètes ont été inscrits à Vancouver et 86 médailles d'or attribuées dans 15 disciplines au programme. Les États-Unis présentent la plus forte délégation avec 216 athlètes. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire sur ce sujet. J'espère que on va avoir d'autres questions sportives un peu plus faciles. La deuxième question est, à mon sens, assez simple. On parle d'actualité de politique. Qui est, aujourd'hui en 2024, le Premier ministre du Canada? Est-ce que c'est A, Stephen Harper, B, Justin Trudeau, C, Erin O'Toole ou D, Jamet Singh, qui est aujourd'hui le Premier ministre du Canada? Ramsès. Je crois que c'est Justin Trudeau, non? Justin Trudeau, réponse B. Marine? Moi, je réponds comme Ramsès. Alors, un point pour chacun d'entre vous. Je vais essayer de marquer mes réponses. Effectivement, il s'agit de Justin Trudeau, né en 1971. C'est le 23e Premier ministre du Canada. Et c'est également le fils d'un autre Premier ministre du Canada fort célèbre, Justin Trudeau, qui a été élu, si je m'en réfère à mes petits papiers, chef du Parti libéral en avril 2013, et il mène son parti à la victoire le 19 octobre 2015 pour former un gouvernement majoritaire, et puis le 21 octobre 2019,
Il est réélu en obtenant donc son deuxième mandat, qu'il est toujours en train d'exercer actuellement. Et un troisième mandat réélu le 20 septembre 2021. Tu vois, si on parle d'insécurité linguistique, Justin Trudeau ou Justin Trudeau, je ne sais jamais comment le dire à l'oral sur une radio francophone. C'est un bon point. Beaucoup de francophones vont dire Justin, vont franciser, je crois, le prénom, effectivement. Justin est un prénom francophone bien établi. Donc on n'est pas en train d'inventer une prononciation. C'est parfois le cas pour certains noms, effectivement, mais Justin existe. Ouais, dans tous nos confrères francophones disent Justin, et puis Justin serait peut-être considéré comme un anglicisme, donc essayons de dire Justin, en effet. Je crois que tu me reprends à raison, parce que dans ma question, j'ai prononcé ça Justin, je pense. Donc une erreur de ma part. C'est une question systématique. Ouais. On poursuit avec notre troisième question de ce quiz de ondes positives, et je vais aller dans mes petits papiers pour cette question de géographie maintenant. Quel est le plus grand lac situé entièrement en Ontario? Est-ce qu'il s'agit A, du lac Ontario, B, du lac Huron, C, du lac Erie, ou D, du lac Supérieur? Le grand lac en Ontario. Ah, c'est dur. C'est dur? Mais parce que tu as dit entièrement en Ontario, et il y en a qui sont partagés avec les États-Unis. Donc je pense que c'est un petit peu le piège. Maintenant, lesquels sont partagés? Je pense qu'il y en a un aussi qui est partagé parce qu'il est en face de nous. Je sais pas, j'ai envie de dire le lac Erie. Le lac Erie. J'ai vu le lac Ontario et le lac Erie, mais je ne sais pas lequel est le plus grand, mais je dirais le lac Ontario. Alors, je ne sais pas à quel point je vais devoir partager mes points, parce que peut-être que la question était un petit peu mal formulée. La réponse que j'ai, c'est bien du lac Ontario qu'il s'agit. 18 960 km de bordure avec des régions métropolitaines bordant l'extrémité occidentale du lac, soit la région bien connue, magnifique de St. Catharines-Niagara, Hamilton, Toronto, Oshawa, tout ça connu sous le nom de Golden Horseshoe. C'est la réponse que j'ai, mais effectivement, la question avec ce mot entièrement était peut-être mal formulée, alors je vais donner un demi-point quand même à Marine. On va vérifier ça. Le lac Huron, c'était ta réponse. On doit vérifier. J'ai dit lac Erie, donc si c'est lac Erie, ok. Je pense qu'on devra vérifier ça. Mais effectivement, bordant l'Ontario, c'est bien du lac Ontario dont il s'agit. Passons à la quatrième question, si vous voulez bien, avec le site historique ontarien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quel est-il? Est-ce qu'on parle de Fort Henry? On parle du quartier de la Distillerie à Toronto, de la forteresse de Louisbourg, ou alors du canal Rideau à Ottawa? Lequel de ces sites est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO? Tu peux redire le premier? Fort Henry. Okay. La réponse B, c'était le quartier de la Distillerie. La réponse C, la forteresse de Louisbourg. Ou la réponse D, le canal Rideau. Comme ça, c'est ta réponse. Je dirais réponse A. Fort Henry? Oui. Ok. À toi, Marine? Est-ce que tu as une idée? Canal Rideau? Le canal Rideau à Ottawa, effectivement, c'est la bonne réponse. Cette fameuse voie navigable qui relie la ville d'Ottawa sur la rive de l'Outaouais à la ville de Kingston, sur le lac Ontario, via les rivières Rideau et Cataraqui. Le canal Rideau a été achevé en 1832 et continue d'être en activité encore aujourd'hui. C'est une bonne réponse de Marine. On poursuit avec la cinquième question. Je pense que vous allez trouver la réponse, je l'espère. Une question qui concerne la francophonie ontarienne. Quelle est la population francophone approximative de l'Ontario? Est-ce qu'on compte chez nous 150 000 personnes parlant français? Réponse A. 600 000 personnes parlant français? Réponse B. 14 millions de personnes parlant français? Réponse C. Ou 20 millions de personnes parlant français? Réponse D.
Quelle est la population francophone approximative de l'Ontario aujourd'hui, en 2024? Marine. C'est dur, si j'ai tort. C'est vraiment, je dirais 150 000 peut-être à Toronto, mais donc 600 000 en Ontario. En Ontario, on parle à l'échelle de la province. Quelle est ta réponse? Vous avez dit 20 millions. Alors la réponse A c'était 15 000 personnes, pardon 150 000 personnes, la réponse B c'était 600 000 personnes, la réponse C 14 millions de personnes et la réponse D 20 millions de personnes. Je dirais 4 millions. 14 millions? C'est 14 millions là. 14. Ouais, 14 millions. Alors j'aurais la meilleure réponse que Marie. Alors 600 000, vous avez tous les deux raison, c'est bien la réponse B, c'est un point pour chacun. 600 000 personnes à peu près. On parle très exactement au recensement 2021, d'après les chiffres de Statistique Canada, de 594 735 résidents d'Ontario qui déclarent parler au moins régulièrement français à la maison, soit 4,2% de la population. En Ontario, il y a 1 558 670 résidents, c'est-à-dire 11,1% de la population qui était capable de soutenir une conversation en français en 2021, qui ne parlent donc pas régulièrement, mais qui sont capables de parler parce qu'ils l'ont appris à la maison ou peut-être dans leurs études ou dans leur pays d'origine. C'est un nombre le plus élevé enregistré par la province dans le cadre d'un recensement, plutôt une bonne nouvelle donc pour notre francophonie locale, même si le précédent recensement de 2016, si je ne m'abuse, de Stat Canada indiquait un petit peu plus de résidents qui parlaient régulièrement le français à la maison. On était à 622 000 francophones. On reste quand même à peu près autour des 600 000 personnes. Un point pour chacun pour cette question numéro 5. On passe à la question 6 avec la fête nationale célébrée le 1er juillet au Canada. Quelle est-elle? Est-ce qu'on parle du jour de la reine? Est-ce qu'on parle de la fête du Canada? Est-ce qu'on parle du jour de l'an? Ou est-ce qu'on parle de l'action de grâce? Qu'est-ce qu'on fête le 1er juillet au Canada, Ramsès? Je crois que c'est la fête du Canada. Parce que c'est l'anniversaire de mon grand-père. Ah voilà, un moyen mnémotechnique. La fête du Canada 1er juillet, Marine. Je vais dire pareil, parce que c'est l'anniversaire du grand-père de... Voilà, parce que c'est l'anniversaire du grand-père de Ramsès, mais aussi parce que c'est le jour de la Confédération, c'est aussi comme ça qu'on l'appelle, ou fête du Dominion en anglais, on dit Dominion en français. C'est un jour férié qui commémore effectivement la date de formation du Canada. C'était la création de la fédération le 1er juillet 1867, très exactement. Et si mes dernières vacances m'ont bien informé, ça s'est passé sur l'île du Prince-Édouard. Il y a le pont de la Confédération qui relie l'île au territoire principal. Le territoire principal, en effet, Marine, merci pour la précision. C'est la reine Victoria au Royaume-Uni qui, le 22 mai 1867, a fait cette proclamation fixant la date de création de la fédération au 1er juillet 1867. Poursuivons. Alors, je vais juste prendre mes notes et un point pour chacun. Encore une fois, ça va être difficile de vous départager, je crois. Mais on va essayer avec des questions subsidiaires, peut-être. On en a la 7e question de ce quiz sur les ondes de Choc FM 105.1. Je rappelle que vous écoutez Ondes Positives, une émission à la fois éducative et ludique qui vise à pratiquer le français autrement, grâce à l'outil radiophonique, tout en s'amusant, avec aujourd'hui à mes côtés Marine et Ramsès pour se prêter au jeu de cette première émission. Merci à tous les deux. 7e question avec un petit peu de Toronto. Quel est le principal secteur économique à Toronto? Est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que c'est la finance? Est-ce que c'est la pêche? Ou est-ce qu'on parle du tourisme? Quel est le principal secteur économique, évidemment en termes de retombées financières, on va dire, sur la ville de Toronto? Ramsès, à ton avis? Alors, comme toute l'année est hiver, je ne crois pas que c'est le tourisme, mais je crois que c'est la finance.
Non, j'aime ton esprit de déduction. Je pense que c'est une bonne manière de procéder. Marine, est-ce que tu as le même processus? Ouais, c'est pas mal. J'aurais dit la finance, mais ta réponse confirme qu'effectivement, le tourisme en hiver ici, ça fonctionne pas, donc ça peut pas être ça. Même si Toronto est une ville touristique, très touristique au Canada, effectivement, c'est bien de la finance qu'il s'agit. Quelques mots pour vous expliquer que la Standard Stock and Mining Exchange, basée à Toronto, était la plus grande bourse minière au Canada. C'est de là que vient ce statut de plaque tournante financière. Toronto a émergé assez tôt comme plaque tournante de financement minier au pays, et puis une évolution qui s'est grandement profilée à Toronto, devenue un avantage considérable dans la période qui a suivi le crash. La ville de Montréal a également une bourse, et puis Vancouver aussi, si je ne m'abuse, mais Toronto reste à la fois la capitale financière et effectivement la capitale économique du Canada, la ville la plus peuplée, la plus solide de ce côté-là. Le tourisme gagne du terrain quand même. C'est une belle ville. On passe à la 8e question, une question de culture générale plus internationale cette fois. Je pense que vous allez trouver la réponse, mais j'ai peur de mal prononcer certains noms. On va essayer doucement. Quelle jeune militante suédoise, c'est aussi le jeu pour moi de prononcer les choses clairement pour cette émission positive. Quelle jeune militante suédoise est devenue célèbre pour son action contre le changement climatique ces dernières années? Est-ce qu'il s'agit de Malala Yousafzai, Emma Gonzalez, réponse B, Greta Thunberg, réponse C, ou Marie Copeny, réponse D? Ramsès, à ton avis, quelle est la jeune militante suédoise qui est devenue célèbre pour son action contre le changement climatique ces dernières années? Je me souviens que Malala est aussi très... c'est comment on dit, mais très investi, très impliqué. Impliqué, oui, ouais. à l'environnement. Mais ouais. je crois que tout le monde connaît plus Greta Thunberg. Oui. Greta Thunberg. Marine? Moi, j'aime baser sur l'origine surtout suédoise. C'est Greta Thunberg, c'est le nom qui me paraît plus suédois. C'est bien vrai, c'est de Greta Thunberg qu'il s'agit. Merci pour la précision. Ramsès, tu t'intéresses un petit peu à la cause écologique, aux questions de changement climatique? Alors, ma ville au Mexique, c'est plus touristique, mais... Ouais. De quelle région tu viens au Mexique? Je viens d'Acapulco. Je ne sais, je ne sais quelle chose on utilise de ou de là ou à. Acapulco, on dit Acapulco, ouais. Une très belle ville, très touristique justement, en tout cas un tourisme très populaire dans les années 50-60, américain en grande partie. Il y a plein de films qui se passent à Acapulco, sur la côte ouest. Oui, mais maintenant ça n'est plus pas très touristique, et parce que les plages maintenant sont très polluées. Oui, polluées. Ouais, et alors on avait des classes d'environnement parfois. Ok. Oui. Oui. Pour avoir voyagé au Mexique, je me rappelle que la cause écologique est assez ancrée dans les consciences déjà. Je crois que le gouvernement mexicain essaye de faire ce qu'il peut pour améliorer les choses. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer. J'ai vu qu'il y avait des constructions durables qui étaient mises en place, plutôt dans la région de Cancun, que je connais un peu mieux, mais est-ce que c'est aussi ton sentiment? Alors, les gouvernements peuvent dire qu'ils font tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent. Ouais. Désolé. Mais c'est pas vrai, parce que Acapulco a maintenant des rues en... Comment dit-on? En terre? Terre, ouais. Et aussi le pavement. Les pavés, ouais. Le pavé, et c'est très drôle parce que c'est tout détruit. Il y a des dommages. Ouais, qui sont causés par le trafic, par la circulation, pour parler bien français. Oui, et aussi on a des choses
dans les rues qui sont si hauts que les voitures ont des accidents ou... C'est un accident et they stop. Elles s'arrêtent? Oui, elles s'arrêtent. Alors il y a des trous tellement grands, c'est ça? Oui. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas d'entretien, en fait? Non. Ok. Ouais, c'est la différence entre l'image qu'on peut en avoir et la réalité, parfois, en tout cas, entre la communication qui est faite par un gouvernement et la réalité vécue par les habitants. Merci pour nous faire partager un petit peu de ce qui se passe dans ton pays. Greta Thunberg, en 2 mots, c'est une militante écologique suédoise qui a gagné une renommée internationale pour son initiative des grèves scolaires pour le climat. Elle a commencé à manifester seule devant le Parlement suédois, c'était en 2018, ça fait déjà quelques années, et elle est devenue très rapidement une figure centrale du mouvement pour le climat, et peut-être un symbole presque pour toute une génération qui a embrassé ces questions-là de changement climatique il y a peu, on peut le dire. Encore beaucoup de chemin à parcourir sur ces questions-là au niveau international. On poursuit avec une 9e question sans transition. On parle de cinéma cette fois. Quel est le premier film d'animation à avoir remporté un Oscar du meilleur film d'animation? Est-ce que c'est A. Toy Story, B. Le Roi Lion, C. Shrek ou D. La Belle et la Bête? Premier film d'animation à avoir remporté un Oscar, celui du meilleur film d'animation, justement. Pas facile, ça. Marine, tu as une idée? J'en donnerai à tous. Tu es fan de films d'animation? De cinéma en général, mais c'est 4 très bons films d'animation. C'est vrai que Toy Story a quand même beaucoup fait parler de lui. C'était une des premières fois qu'on voyait une technologie comme ça raconter un film aussi long. Donc j'ai envie de dire ça juste pour parce que je me souviens vraiment que ça avait marqué les esprits. Toy Story. Est-ce que Ramsès, tu partages cet avis ou est-ce que tu as une autre idée? Je répète les réponses possibles. Toy Story, c'était la réponse A. Le Roi Lion, la réponse B. Shrek, la réponse C. Ou La Belle et la Bête, réponse D. Je dirais que c'est Le Roi Lion. Parce que je n'ai jamais vu Le Roi Lion, mais je crois que l'animation a partagé quelque chose révolutionnaire dans tout le monde. Oui. Alors, Toy Story et Le Roi Lion sont des films révolutionnaires dans leur genre, effectivement, mais personne n'a le point pour cette question cinéma, puisque la bonne réponse c'était Shrek en 2002, produit par DreamWorks Animation. C'est le tout premier film, effectivement, à avoir remporté cet Oscar du meilleur film d'animation. Le prix est introduit cette année-là pour reconnaître les films d'animation en tant que catégorie distincte. C'est donc assez récent, en fait, puisque Toy Story et Le Roi Lion, si je ne m'abuse, étaient plus anciens. Et voilà, pas de gagnant pour cette question numéro 9. Vous allez, je l'espère, vous rattraper à la 10e question. Et on retourne sur du sport, mais international cette fois. Quel pays a remporté la Coupe du Monde de FIFA en 2018? Est-ce que vous êtes passionné de foot? La Coupe du Monde de FIFA en 2018, est-ce que c'est de l'Allemagne qu'il s'agit? Réponse A. Du Brésil? Réponse B. De France? Réponse C. Ou de Croatie? Réponse D. Quel pays a remporté la Coupe du Monde de FIFA en 2018? Je vais commencer par Ramsès. Est-ce que tu as une idée, Ramsès? Je crois que c'est, vous avez dit l'Allemagne. Allemagne, Brésil, France ou Croatie? Je crois que c'est l'Allemagne. Tu dis l'Allemagne. Marine, est-ce que tu partages l'avis? Non, je vais dire la France quand même. La France, eh ben oui, c'était un pays francophone, c'était la France. En 2018, l'équipe... Ah pardon. Non, la Coupe du Monde de FIFA. Ah, tu disais 2018? 2018. Ah bah, dans ma tête, j'ai entendu 98, excuse-moi. C'est pour ça que j'ai répondu la France, sinon j'aurais pas su, je pense. T'as eu de la chance, alors. L'équipe de France a remporté la Coupe du Monde de FIFA en 2018 en battant la Croatie 4-2 en finale. Ce fut la 2e victoire de la France en Coupe du Monde, la première étant celle de 98, évidemment. Tu suis le foot, Ramsès? Non, mais j'ai vu quelques finales? Matchs. Quelques matchs, oui, okay. Mais je ne me souviens pas de ça.
Toi, Marine, tu aimes le football? Non, vraiment, j'ai un C'était au hasard. nul sur le football, sauf cette victoire en 98 qui m'a marqué, mais Ouais. c'est un hasard que j'ai répondu ça. Effectivement, il y a eu une liesse formidable pour les Français qui s'en souviennent encore, même si on était petits parfois, mais celle de 2018 était un petit peu moins médiatisée peut-être, et pourtant c'est la deuxième victoire, la France, encore une fois. Passons maintenant à une 11e question pour essayer de vous départager. Je vais faire le compte après, je vous demandais quelques secondes, mais pour cette 11e question, on parle de littérature. Vous allez voir, c'est pas non plus trop compliqué avec cette question. Quel auteur a écrit la série de romans Harry Potter? Est-ce qu'il s'agit de J.R.R. Tolkien? Est-ce qu'il s'agit, réponse B, de J.K. Rowling? Est-ce qu'il s'agit, réponse C, de George Martin? Ou réponse D, de Susan Collins? Qui a écrit la série célébrissime des Harry Potter? Ramsès, ta réponse. Pourrait être très controversiel. C'est J.K. Rowling. Oui. J.K. Rowling. Marine? Oui, J.K. Rowling as well. De même. Oh là là. De même, un point pour chacun. Je peux enlever un dernier point pour l'anglicisme, Marine, attention. Effectivement, c'est la controversée J.K. Rowling. Tu as raison de le souligner. Pourquoi est-ce qu'elle est controversée? Tu te rappelles? Tu peux nous expliquer un petit peu, Ramsès? Oui, je crois qu'elle a dit quelque chose au respect de les personnes trans. Oui, non? Oui, elle a été effectivement... Elle a tenu des propos transphobes et elle les a confirmés après. Ouais. Effectivement, donc même si je pense qu'elle s'en a un petit peu défendue, elle en a tenu à plusieurs reprises et ça a fait beaucoup de mal à son image. Il n'en reste pas moins que la série des Harry Potter a été un succès planétaire considérable. Les aventures d'un jeune sorcier et de ses amis de l'école de la sorcellerie de Poudlard. Les livres ont été traduits dans toutes les langues, adaptés en films populaires. Est-ce que vous avez vu les films, lu les livres? Est-ce que vous êtes fan ou pas du tout? Mais moi, j'ai lu les livres à un moment de leur sortie et j'avais le même âge que Harry Potter, donc je me suis beaucoup identifiée. Ouais. Mais on dit du coup Poudlard, on dit pas Poudlard, non. En français, c'est Poudlard. Comment on dit Poudlard? Justement, j'ai réfléchi. Poudlard, c'est la version anglaise. Peut-être. Non, c'est Hogwarts en anglais et Poudlard en français. Poudlard en français. Ok, c'est ça. Il y a un nom différent? Tout est traduit en français, mais c'est très bien traduit. Il y a des jeux de mots, les noms des familles auxquelles tu appartiens sont traduits et vraiment la traduction est super bien faite. Alors, Hogwarts n'existe pas en France? C'est Poudlard. Et toi, tu l'as lu en espagnol ou en anglais? C'est intéressant parce qu'en Mexique, je n'ai pas lu aucun des livres. Ok. Oui, mais je crois que c'est Hogwarts aussi. Ouais. Oui. Allez, on arrive à la dernière question, je pense, de ce quiz. Notre question de littérature, mais on revient au Canada avec cette question. Pour vous, quel auteur canadien a écrit La Servante écarlate? Est-ce que c'est Michael Ondaatje? Est-ce que c'est Yann Martel? Est-ce que c'est Alice Munro? Ou est-ce que c'est Margaret Atwood? La Servante écarlate. Ramsès, est-ce que tu as une idée? Non. Non? Alors, peut-être si je te donne le titre original en anglais, The Handmaid's Tale, est-ce que tu as une idée de... est-ce que tu as déjà entendu parler de ce livre? Oui, c'est Margaret Atwood. Quels étaient les titres en français? Je n'ai pas entendu ça. La Servante écarlate. La Servante écarlate. Oui. Rapport à la couleur des vêtements, Marine, c'est... Je confirme que c'est Margaret Atwood, c'est mon autrice, une de mes autrices préférées. Ouais. J'ai appris qu'elle habitait dans mon quartier. Je rêve de la rencontrer. Oh. Effectivement, publié pour la première fois en 1985, The Handmaid's Tale. C'est un roman de science-fiction dystopique de Margaret Atwood, traduit en français dès 1987 et qui a été adapté notamment au cinéma dès 1990 par Volker Schollendorf et à l'opéra
un petit peu plus tard en ballet à Winnipeg en 2013 et dans d'autres formes artistiques. Il y a une série notamment qui est assez populaire, je crois, qui est adaptée. Le titre Handmaid's Tale, effectivement, n'est pas traduit mot pour mot. Marine, tu as une raison, une explication peut-être à nous donner si tu connais bien l'œuvre? Non, c'est vrai que je ne saurais pas dire pourquoi le titre est différent. Mais c'est vrai qu'au Canada, comme le pays est bilingue, il y a une culture de la traduction qui est très différente de la France pour ce que je connais, où les titres sont vraiment retravaillés en français pour être plus proches de la langue et pas forcément fidèles au titre initial. On le voit beaucoup dans les titres de films américains qui ont des vraies traductions québécoises. Bien vu, c'est vrai, on traduit tout parce que on a le français à cœur et on veut autant que possible l'utiliser le plus possible. C'est ce qu'on veut faire aussi ici à Choc FM et dans cette émission Onde Positive. Un point pour chacun pour cette toute dernière question. Si je fais bien mes comptes, je pense que Marine va devancer très légèrement Ramsès, une courte tête comme on dit, mais en tout cas merci et bravo à tous les deux d'avoir participé. Est-ce que vous avez déjà pris un peu de plaisir à faire ce quiz et est-ce que vous avez appris des choses, Ramsès? Oui, j'ai appris des choses et j'aimais être ici et pratiquer mon français parce que je ne le pratique presque jamais. C'est justement la question que j'allais te poser. Quelle est la manière dont tu vas pratiquer ton français à la maison ou en dehors de cours, en dehors d'exercices pratiques? Est-ce que tu as l'occasion de lire, d'écouter, de regarder des choses en français? J'essayais de lire un livre en français, mais traduire tout comment on dit? Fatigué, oui. Mais quand j'étais à l'école, j'avais un enseignant, oui, qui était mexicain aussi, mais elle parlait français très différent. C'est le français que vous parlez. Avec un autre accent, une autre manière de s'exprimer. Oui, et aussi elle parlait alors plus lentement, mais je la comprenais et maintenant j'écoute des musiques en français. Ouais. Et je vais essayer de lire ces livres une fois plus. La Servante écarlate. Celui qui l'a commencé. Oui, je pourrais le lire, mais je l'ai lu en anglais. Mais je crois que c'est rare si je le lis en français. Oui. Pour pratiquer le français, rien de tel que la lecture, mais aussi pour travailler l'oreille, effectivement. On a besoin de musique, on a besoin de paroles, et pour cela, rien de tel que la station francophone de Toronto, la seule et unique radio communautaire, Choc FM 105.1. Merci d'avoir suivi cette émission Onde Positive. Merci à nos deux panélistes de s'être prêtés au jeu de ce jeu sur les ondes de Choc FM 105.1. Je vous rappelle que l'émission Onde Positive est un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. À très bientôt sur les ondes de Choc.